Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Clément et Vincent, co-organisateurs du festival Motion Motion. On parle de la naissance du festival, de son organisation et des challenges qu'il représente. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma conversation avec eux. Bonne écoute! Hello Clément, hello Vincent. Salut. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien, et toi ? Ça va, merci. Pas trop la tête dans le guidon, ça va pour vous deux ? Après une période de programmation qui s'est arrêtée il y a à peu près un mois, là on est dans les derniers fignolages. Complètement dans le guidon comme et finalement c'est là où ça prend le plus de temps, alors qu'à chaque fois on se dit que c'est la seule période, mais non, ça continue, mais c'est chouette. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous faites chacun dans la vie et comment, quelles études vous avez suivies pour en arriver là ? Vas-y Vincent. Je suis directeur de création d'un studio qui s'appelle Black Mill, donc on fait du motion design. Et les études, tu veux savoir ce que j'ai fait comme études ? Après un bac L, option cinéma audiovisuel, le jeune Ben Abdellah se dirige vers des études, de grandes études d'art du spectacle à la fac. Ouais. Donc on a appris un petit peu pas mal d'esthétique du cinéma, des choses comme ça, et du théâtre aussi. Il y avait pas mal de théâtre. Et puis bon, j'ai pas continué très loin. Et après, je suis allé faire une école d'art en Belgique, à Tournai, qui s'appelle Saint-Luc. Ok. Et donc, je faisais beaucoup d'illustrations et très peu de graphisme. Et il y a un prof qui était un peu chaud d'Andrew Kramer à l'époque. Ah yes, ok. Et il nous montrait, regardez ce qu'on peut faire avec After Effects et tout. Et j'avais fait un peu d'anime flash, etc. Mais j'avais jamais approfondi. Et puis en fait, c'est cool, quoi, parce que illustration, cinéma, etc. Tu mélanges tout et ça fait du motion design, quoi. Voilà. Clairement. Du storytelling aussi, vu que comment t'as commencé la présentation très, très littéraire. Ça vraiment, je pense que c'est un truc qui manque toujours un petit peu dans nos productions. Un truc, ouais, c'est vrai. Là où on pourrait s'améliorer, ce serait vraiment sur le storytelling. On a tendance quand même à appliquer un petit peu la règle que les clients nous demandent, et je pense qu'il faut être hyper créatif là-dedans aussi, quoi. Ça, c'est important. Je pense que ça pourrait faire décoller pas mal de films pour tout le monde, hein, pas que pour Black Mill, mais ça pourrait être c'est intéressant ça d'explorer cette partie-là, je pense. Ok, ouais, carrément. Et toi, Clément, dis-nous tout. Alors, moi, je suis gérant du studio Dose, qui est un studio aussi de motion design, tout comme Black Mill. À côté de ça, à mi-temps, je suis responsable pédagogique dans une école de cinéma d'animation, où j'accompagne des étudiants dans leur parcours pédagogique. Et mes études, elles sont éloignées et proches en même temps de celles de Vincent. J'ai fait une école de cinéma. J'ai fait 5 ans de cinéma avec 2 ans dédiés aux effets spéciaux, où j'ai pu apprendre After Effects. Et quand on est sorti de l'école, le motion design commençait tout juste à arriver en France. On n'avait pas du tout envie d'aller sur Paris, et donc on a fondé le studio en se disant que c'était le même logiciel, qu'il y avait de la demande et qu'on était chaud pour découvrir ce métier. Et on n'était pas DA pour un sou, donc ça a été les premières embauches qu'on a faites, c'était justement des graphistes, des illustrateurs, parce que nous on était des gros techos. Ok. Et puis ça s'est bien passé, ça fait 10 ans qu'on existe comme Black Mill, et c'est plutôt chouette, c'est une belle aventure. Ouais, carrément. Ouais, Dose et Black Mill, ça fait partie vraiment des comment on dit, des ceux qui montaient parmi les premiers, quoi, les plus grosses, plus belles agences aussi françaises. Donc c'est super cool, c'est que ça a bien marché et que ça continue de marcher, quoi. Oui, historiquement, on devait être une petite dizaine à l'époque, maxi, en France, même en comptant Paris, donc c'était chouette de se créer à ce moment-là. Il y avait encore tout à faire. Et du coup, oui, vous m'avez pas dit que vous travaillez pour Motion ou quoi que ce soit, donc j'imagine qu'effectivement c'est du bénévolat, tout ça. Oui, c'est à côté, voilà, c'est pendant aussi un petit peu. Et oui, donc on a commencé ça en 2017. Moi, j'avais toujours envie de faire un festival. Au début, je voulais faire un festival en ligne.
Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je me disais, mais c'était il y a longtemps, tu vois, en 2010, je me disais, il faut faire un festival et tout. Sur le motion design, c'est intéressant. Et aussi, moi, je fréquentais Festival Nemo ou des choses comme ça, des trucs au Forum des images. J'aimais bien tous ces trucs-là. Et à Nantes, quand on est arrivé à Nantes avec Mathieu, cofondateur aussi de Black Mill, que tu connais, il est passé à l'émission. Ouais, tout à fait. On a eu un contact, je sais plus si c'était la Samoa ou je sais plus qui avait besoin, qui voulait nous laisser mapper un bâtiment, un immeuble de Nantes, quoi. Okay. Donc on a lancé le truc, on était en coloc au studio Nope avec Clément et puis quelques copains, et on se disait tiens, on va faire quelque chose pour cette occasion. Et puis petit à petit on n'a pas pu s'empêcher de rajouter des couches successives à cet événement, et jusqu'à ce qu'on se dise mais il faut faire des mini-confs, il faut faire une expo, puis tiens, si on faisait ça dans un lieu comme ça, puis finalement on n'a pas fait du tout le mapping. Ah oui, d'accord. Non, historiquement, on avait tous l'envie de faire plein de choses autour du motion design, et puis pour le grand public, parce qu'on avait marre aussi que notre métier soit considéré comme un métier de technicien, et on voulait montrer que c'était créatif, que c'était pas que un métier chiant à faire des explainers, des PowerPoint++, ce genre de choses-là. Et on avait vraiment envie de montrer ça. Et puis effectivement, à force d'en parler, on a rajouté des briques, et on s'est retrouvé sur une journée hyper dense où on devait faire 300 personnes dans la journée d'après la salle d'accueil. On s'est retrouvé à 1003 ou 1007, je sais plus, la première année. Oula. Et on s'est dit dans quoi on a mis le pied, et pendant du coup les 3 premières années on a fait que grossir et stabiliser cet événement là, et on a été un petit peu interrompu par le Covid à une année où ça tombait bien parce que c'était charnier pour nous. On avait 5000 personnes sur la journée et on pouvait plus accueillir beaucoup plus de monde que ça, donc on voulait remettre un peu en question le festival, et on a profité de cette pause Covid pour se dire qu'on venait sur 3 jours pour pouvoir un petit peu délayer le public et en faire un festival un peu mieux foutu dans l'accueil, et séparé en fonction des gens qu'on pouvait toucher. Alors aussi l'origine du festival, petit à petit, dès le départ on s'est dit surtout que on voulait pas montrer c'est pas un événement professionnel où on va montrer du motion design, genre explainer, publicité, etc. On a pris plutôt le contre-pied de ça, où on s'est dit le motion design c'est pas que un moyen de communication, mais c'est aussi une forme d'expression, un moyen d'expression. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand les motion designers font autre chose que de la pub. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une exposition, avec des installations, des choses juste jolies, cool, intéressantes. Voilà. Donc nous, on ne montrera pas de pub au festival. Ok. Oui, c'est vrai que quand on parle de festival de motion design, on pense à Motion, et on pense aussi à Motion plus Design, logiquement. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous différencie pas mal. Il y a vraiment plein d'activités sur place. Tu l'as dit, il y a des confs, des expos, des rencontres, projections, ateliers, concerts. Je fais des notes, vous avez vu. Et du coup, oui, ça a toujours été l'ambition de base. Du coup, c'était vraiment de proposer un concept complet autour de l'animation, quoi. C'était vraiment la démocratisation, donc on voulait même pas s'attaquer à un public de motion designer à la base, même si bien sûr on le touche par logique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était que la grand-mère et son petit-fils puissent passer devant le lieu, rentrer, et pour assister aux confs. Les confs, c'est jamais quelqu'un qui vient parler de son travail d'un point de vue technique, ça va être quelqu'un qui va se servir de son travail pour trouver une thématique large, qui va exprimer de la manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Les expos, pareil, on a des expos où ça peut presque être que du graphisme, même si on a toujours un peu de mouvement parce que c'est la base. On est vraiment sur quelque chose de simple, et on veut que ce soit accessible à tout le monde, ce qui a rendu l'événement gratuit, ce qui est aussi une force. Si on veut que ce soit accessible à tout le monde, fallait la gratuité, et ça nous a permis d'avoir un festival effectivement qui n'a pas trop de pareil dans le monde entier. Tous les festivals de motion sont souvent des festivals payants, dédiés aux pros, avec des grosses stars qui viennent montrer leur travail, et nous ça nous intéresse pas parce que le public il connaît pas les grosses stars. Les grosses stars, elles vont quand même nous intéresser s'il y a besoin. Et oui, c'est vrai, c'est le fait que ce soit gratuit, ouvert à tous, ça fait que c'est un événement qui s'inclut dans ce
ce que les gens attendent à Nantes. Les gens sont très habitués à avoir beaucoup de propositions culturelles. S'ils voient qu'il se passe quelque chose à Stéréolux, donc le lieu avec lequel on coproduit d'ailleurs, s'ils voient qu'il se passe quelque chose là-bas, ils vont forcément se dire tiens, c'est intéressant, etc. Donc nous, c'est un truc vraiment ouvert sur la ville, et c'est pas élitiste du tout, quoi. C'est pour tout le monde. Et justement, c'est parce qu'on veut montrer que le motion design, c'est pour tout le monde. Tout le monde en voit tout le temps. Il y en a partout, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller s'amuser, voir une expo de motion design, quoi. Ok. Pendant le Covid, on aurait très bien pu se dire qu'on le faisait en ligne, comme on fait beaucoup de festivals sur cette période-là. Et pour nous, c'est vraiment une fête. Et ce côté grand public, on savait qu'on allait le perdre en ligne. Donc on s'est dit, on s'arrêtera, puis on reprendra quand on aura l'occasion de réunir tout le monde. Parce que pour nous, avant tout, c'est aussi de se rencontrer et de se retrouver entre motion designers. Et c'est un vrai moment important. Ok. On l'a pas fait non plus en ligne parce que on n'est pas obligé de le faire. On est bénévole. Et que c'est pas une question de survie pour nous, de la survie du festival, de continuer en ligne malgré tout. Nous, on veut faire la fête, donc voilà, on fait pas en ligne. Et du coup, j'imagine que la mise en place d'un tel festival, ça prend des mois et des mois. Comment vous avez géré justement l'édition 2020 avec le Covid? Est-ce qu'il y avait déjà des trucs qui étaient en préparation et d'un coup, c'est la frustration, ou comment ça s'est passé? Alors, non, comme je disais, on a eu un peu ce hasard de se dire qu'on avait besoin de retravailler le format du festival, de le voir différemment pour pouvoir accueillir le public qui est toujours plus nombreux. Et donc, nous, on avait presque déjà envisagé de faire une pause à ce moment-là. Et donc, très rapidement, les deux en sont bien tombés. Et alors, on assume qu'on avait une pause de prévue. On ne s'est pas annulé que à cause du Covid. Mais ça nous a vraiment permis de pouvoir prendre ces 2 ans-là pour pouvoir le refaire comme on pense être la meilleure solution pour accueillir tous les gens qui veulent venir nous voir, et puis pour proposer l'ensemble des activités qu'on a toujours eu envie de proposer et qui étaient frustrantes à proposer dans une journée. Parce que créer, par exemple, 80% des œuvres du festival sont des œuvres créées pour le festival, c'est pas des œuvres qu'on achète à des artistes. Faire ça pour une journée de visibilité, c'était une frustration qui était énorme, parce qu'on travaillait pendant 6 mois avec plein d'artistes pour 8 heures de visibilité, et c'était très rageant. Et donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut aujourd'hui faire de manière un petit peu plus confortable. Ok. Donc vous faites des commandes aux artistes qui font les expositions, c'est ça, en quelque sorte? Oui, jusque là on a la majorité des œuvres, des installations qu'on a eues sont des œuvres originales qui ont été créés pour le festival. Soit c'est des choses, on a un artiste qui nous dit je suis sur quelque chose en ce moment, j'ai envie de faire une maquette. C'est ce qui s'est passé avec Guillaume Marmin en quelle année? En 2019 et 2018 d'ailleurs, les deux. C'est surtout la première avec Pity. Ouais, Pity, c'était une maquette. C'était génial, sa maquette. Et voilà, donc c'est un travail en cours. Des fois on provoque un peu, on dit on propose à un motion designer ou un illustrateur de une installation, genre Monstro Bingo de Niark. Ça c'était en 2018. En 2018, à partir, moi j'aimais bien son style, ses illustrations, et on s'est dit on va faire une espèce de jeu un peu avec une projection gigantesque, un truc interactif. On va animer ses illus, etc. Donc c'est devenu une installation, alors que Niark lui-même n'avait pas forcément d'intention de faire une installation avec tout ça, quoi. Donc voilà, on regarde un peu les trucs qu'on aime bien, on nous propose des choses, et puis ça devient ou pas des œuvres, et souvent c'est original, quoi. On s'est rendu compte que les artistes numériques, c'était pas des motion designers, c'est des artistes numériques qui avaient vraiment une vocation à être artistes, à développer des œuvres, à les vendre sur un marché de l'art. Et en tant que motion, on avait envie que ce soit des motion designers qui s'expriment, et un motion designer n'a pas vocation de créer des œuvres. Donc à chaque fois, on allait chercher, nous, dans nos goûts, nos contacts, les amis d'amis, etc., des gens qui nous plaisaient bien. Et puis après, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on trouvait tous les métiers qu'il fallait. Donc les sound designers, les développeurs, les gens qui fabriquent des choses. Et on les
les mettait en commun pour créer des œuvres. Et ça aussi, alors ça prend un temps monstre, mais c'était génial de pouvoir faire se rencontrer ces personnes-là qui seraient jamais rencontrées et de voir quelque chose naître de différent à chaque fois, et souvent aussi très très différent de ce que nous on avait commissionné, parce qu'on arrive, on va aller chercher avec une idée, mais en communiquant entre eux, ils y vont à leur sauce, ils font souvent quelque chose qui est bien mieux que l'idée de base, et c'est trop chouette d'avoir évolué les œuvres comme ça. Ok, donc vous avez pas après la mainmise entre gros guillemets sur ce qui va être produit, quoi. Vous donnez une direction, ou je sais pas. On regarde du coin de l'œil toujours, bien sûr, mais l'idée c'est qu'ils puissent s'exprimer comme ils le veulent, oui. Okay. Carte blanche tant que ça nous va, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, oui, comment se font les choix Bon, là, vous avez partiellement répondu, c'est principalement du bouche à oreille ou des connaissances de connaissances. Mais pour le choix des invités des confs, par exemple, est-ce que ça va être vous essayez de prendre des gens qui ont des compétences très différentes, ou ça va être selon leur actualité ou leur style? Comment ça se fait un peu ce choix-là? C'est très aléatoire. Après, nous, on se dit toujours que en conf, c'est bien d'avoir une conf qui parle des origines, que ce soit du générique, le passé, sol basse, tout ça, peu importe, mais une conf qui parle des origines, une conf qui parle du son, parce que le son est hyper important dans le motion design, une conf qui parle du futur, et après, entre tout ça, on essaie de mettre un peu de typo, un peu de street art, un peu de tout, un peu de comment on fait, ça se joue vraiment à la personnalité des gens qu'on peut trouver. Par contre, on a des grandes thématiques qu'on essaie de retrouver tous les ans pour avoir un programme le plus varié possible. C'est vrai que ça passe beaucoup par le sujet. On demande aux gens de nous raconter quelque chose qui parle du motion design, et pas juste qui nous racontent leur travail, la façon dont ils travaillent, ou des choses sur eux, quoi. Enfin, c'est plus des sujets qui nous intéressent. Et tout le monde se prête un peu au jeu, c'est sympa. Et au début, il y avait que des copains à nous sur scène. Et maintenant, ça commence un peu, on s'ouvre un petit peu. Ouais, pareil, au début, on n'avait que des Français. Là, on commence tout doucement aussi à se dire que l'international est intéressant, et puis ils ont aussi autre chose à partager, notre culture. Alors qu'au début, on travaillait vraiment dans notre petit cercle clos. C'était aussi une question pratique aussi. C'est plus pratique d'aller chercher un Breton qu'un Américain. Ouais. De budget, de plein de choses. Et du coup, toujours avec un thème qui peut parler au plus grand nombre, quoi. On va pas être trop dans la technique, justement. On essaye au maximum. Après, il y a des conférences des fois qui sont un petit peu plus dures dans le fond du propos. Par contre, ce sera jamais des conférences techniques. Ok. Jamais on va voir un After Effects ou un Houdini d'ouvert et on va t'expliquer comment est-ce qu'on a fait tel effet, ce qui peut arriver à Motion Plus parce qu'ils ont un public pour ça. Nous, aujourd'hui, si on fait ça, on perd une grande partie du public et c'est pas le but. Même si on peut se permettre ce genre de conf parce qu'on a aussi un volet un peu plus pro la veille, le vendredi, et on pourrait se permettre ce genre de conf où on rentre dans un logiciel. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec Franck Payen d'Adobe, qui va nous faire une conf sur les fonctionnalités d'After Effects qu'on n'utilise jamais. Qu'on croit un peu inutiles, mais en fait il y a plein de gens qui les utilisent quand même, genre, de manière détournée, et qui en font des trucs complètement fous, ouais. Voilà, genre. Ok. On va pas rentrer dans les débats, parce que rien que l'autre jour avec les organisateurs j'en ai parlé, et tout de suite c'était mais si, moi Mister Mercury je l'utilise tous les jours. Donc on verra. Est-ce que oui, ça prend à peu près combien de temps? Du coup, on en a vite fait parler, mais ça prend combien de temps d'organiser un événement pareil? Alors, faut savoir qu'on est une équipe environ de 9 personnes à l'année qui travaillent dessus, donc entre les gens qui gèrent la programmation, les gens à l'administratif pour gérer les relations entre je sais pas comment dire que le travail de Manu exactement ce que c'est, mais nous c'est de la coordination. C'est bizarre que tu saches pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et les équipes com, les gens à la technique, et après donc ça commence à partir de novembre en général pour avoir une programmation qui est faite pour fin décembre. On s'y met vraiment dès octobre-novembre, et sur les 3 derniers mois avant le festival, l'équipe double presque, parce que sur chaque volet, donc les journées pro, les Motion Awards, les concerts, le bénévolat, il y a plein de chefs de poste qui arrivent et qui viennent nous soulager sur toutes ces choses-là pour pouvoir gérer chacun leur aspect du festival. Donc jusqu'au dernier moment, là à mi-mai, on va être environ 15 à 20 personnes à travailler sur le festival. Ok.
En comptant non, pas en comptant les bénévoles sur place. Juste en comptant les chefs de poste pour chaque événement du festival. Puisqu'après, il va y avoir aussi l'équipe de Stéréolux, l'équipe technique de Stéréolux, et une 60aine de bénévoles, je pense, dans le week-end. Ok. Oui, ça fait du beau monde déjà. Oui, et puis tout le monde c'est sur son temps libre, donc chacun il passe 2 heures par jour au max, et encore grand max. Donc il faut pouvoir multiplier le nombre de personnes, sinon on s'en sort pas, et c'est du temps plein. Clairement. Et comment on finance ce genre de projet? J'ai vu que vous aviez à peu près une vingtaine de partenaires. Ils vous aident de quelle manière ces boîtes-là? Il y a 3 financements principaux. On va avoir d'abord, depuis le tout début, tous les petits studios et agences de motion design qui veulent soutenir la profession et qui donnent à leur auteur une certaine somme d'argent pour nous accompagner. Et c'est vraiment des gens qui croient en festival, qui croient en ce qu'on est en train de faire pour la démocratisation du motion design et qui veulent nous soutenir. Ça, c'est le volet historique. Après, on a tout ce qui est financement de la ville, du département et de la région. Nantes étant une ville culturellement bien développée, on a la chance d'être accompagné de ce point de vue-là. Et enfin, on a les écoles qui sont toujours plus nombreuses à faire de la formation de motion design et donc qui nous accompagnent aussi pour pouvoir avoir une présence, un soutien et puis bien sûr avoir une visibilité auprès de futurs étudiants et de professionnels pour trouver leur intervenant, pour trouver tout ça. Et donc du coup, avec ces 3 volets-là, on a une base solide et plus récemment se rajoutent aussi tous les acteurs du motion design comme les organismes de formation, comme tuto.com, comme Adobe, logiciel, Unreal, tout ça. Et puis après, tous les relais aussi médias, comme vous, comme Motion Café aussi, qui nous aident d'une autre façon, mais qui sont hyper importants. Alors là, t'as cité que les plus gros, hein, mais oui. Aussi, on peut en citer quelques-uns. 17 mars, Unstatic, Jeannette Corner. Ça, c'est les studios qui nous aident. Stream, ouais. Maintenant, il faut que j'en dise plein. LMWR. Qu'est-ce que j'oublie d'autre, hein? Black Mill, Dose, Mechaverse, et puis toutes les écoles après, l'école de design, les SMA, l'ISA, Cinécratis, Yartsup, les Gobelins, le CV, et j'en passe. Ouais, de toute façon, on mettra les différents liens, on les récupérera, on les mettra en description pour les petits curieux. Bien sûr. Et après, sans indiscrétion, cet argent, il vous sert à quoi? Il vous sert à rémunérer les conférenciers, à louer la salle. Comment ça se déploie après tout ça? Alors cet argent-là, il nous sert à créer les œuvres. Chaque œuvre ou performance ont un coût technique de réalisation, donc qu'on amortit. Il va servir à toute la communication. C'est-à-dire que pour imprimer les flyers, les affiches, avoir un réseau de distribution pour être visible un peu partout. Il va servir effectivement à rémunérer, même si c'est plus à remercier qu'à rémunérer, tout ce qui est conférencier et artistes. Défrayer, voilà. Tous les frais, etc. Ouais. Héberger, transporter, nourrir tout ce monde-là aussi. C'est important parce que vu qu'on est sur 3 jours et qu'il y en a de plus en plus de personnes qui viennent en dehors de Nantes, il faut pouvoir les accueillir. Va y avoir aussi quel volet? Le gros poste, c'est surtout toute la technique apportée par Stéréolux. Mm-hmm. Stéréolux est en coproduction, donc on a plutôt on bénéficie de la salle gratuitement, mais tous les techniciens qui travaillent en amont et le jour J sur le festival, je crois qu'ils sont une quinzaine. Les intermittents, etc. Ceux-là, ils sont rémunérés, les équipes de ménage, de restauration, etc. le jour J. Ça nous sert aussi un peu pour les goodies, ça nous sert pour plein de choses. Finalement, on se rend pas compte, mais additionné, même si vu que le festival est gratuit, nous on a besoin d'avoir un bon petit fonds pour pouvoir mettre tout ça en place. Ouais, ça fait beaucoup, j'avoue. C'est quand t'additionnes ça, ouais, comme tu dis, c'est pas mal. Ok, pour la partie financement. Comment maintenant vous gérez l'image en soi du festival? J'imagine qu'il faut que ce soit hyper léché. Là, c'est Mélina Poiré qui a notamment fait le teaser. Est-ce qu'elle est aussi à l'origine de tout ce qui est affiche et tout ça? Comment ça se passe? Alors, depuis le début, on cherche à avoir un artiste ou un studio associé à l'image du festival. Mais pour chaque année, la première année, c'était
Benjamin et Dark Pulse, Benjamin Tessier, et Benjamin Tessier qui avait fait le trailer. La deuxième année, c'était Noble. Le trailer avait pas mal tourné, et donc on choisit les gens comme ça et on les appelle, ou alors ils se proposent, et puis c'est eux qui travaillent. On leur donne carte blanche, comme je le disais tout à l'heure, afin de créer ce qu'ils ont envie autour du nom Motion avec la programmation. Et ensuite en découle le reste de la communication, l'affiche en particulier, le flyer, ça va être aussi tous les petits bumpers pendant les confs. En fait, on fait tout un habillage de conf. En fait, on se prend super la tête sur ces trucs-là. On a eu aussi Elmo la dernière année, en 2019, et cette année Melpoire, qui nous a fait un super trailer avec une difficulté de taille, puisque pour la déclinaison en print, il y a beaucoup de dégradés et de couleurs fluo sur sa créa, et donc on s'arrache un petit peu les cheveux sur comment arriver à imprimer ça, quoi. Mais on va y arriver. Et chaque année, ce qui est intéressant, c'est que chaque studio travaille aussi avec quelqu'un qui fait le son, et qui est aussi une mise en avant, soit d'un artiste, soit d'un studio de sound design, souvent orienté vers le motion. Et donc ça permet une collaboration un peu sympa et sur mesure pour le trailer. Cette année, c'est Vincile, qui est un peu Vincile du groupe, le DJ du groupe C2C, qui est un peu un habitué du festival, parce qu'il nous a tous les ans ou presque dépatouillé de pas mal de choses. Mais c'est souvent aussi ces collaborations-là qui sont hyper intéressantes. Nous, ce qu'on adore, c'est que ce soit dans les œuvres ou dans la com, c'est à chaque fois réunir des gens qui seraient pas côtoyer en temps normal, et puis de voir ce que cette rencontre donne, et c'est toujours un plaisir de travailler pour ça. Oui, c'est vrai que Vincile, il était déjà présent en 2019 quand Elmo avait fait le teaser. Ah, c'est cool qu'il soit fidèle un peu comme ça à la formule, c'est trop bien. Et 2018, on avait fait un concert où on avait fait toute la scénographie avec plein d'artistes nantais, motion designers. Ils jouaient le soir au Stéréolux, et toutes les images en fond de scène, c'était un 36 Day of Type maison. 26 Day of Type. et c'était génial de pouvoir collaborer avec lui, d'avoir Vincile en concert avec un live maison comme ça. C'était une super expérience. Encore un truc qui prend 6 mois à préparer et qui dure 26 minutes, quoi. Ouais. Qu'on verra jamais. J'imagine la satisfaction quand les 3 jours sont passés, ça doit faire un vide d'un coup dans vos vies. 3 jours, on n'a jamais fait, on a un peu peur de chaque lendemain, là, chaque jour, parce que pour nous c'est une fête, donc se relever tous les lendemains matin pour y retourner, ça va être un sacré défi, mais ça va être chouette. Mais d'habitude, sur une journée, avoir un an de travail qui passe en 9 heures de temps, c'est assez frustrant, mais c'est trop chouette. Quelle est du coup votre plus grande satisfaction avec ce festival, globalement ? Moi, je l'ai dit, j'aime paraphraser, mais c'est réunir des gens qui auraient jamais travaillé ensemble et voir ce qui peut en être. Et le jour J, c'est retrouver tous les copains qu'on n'a pas l'occasion de voir parce qu'ils sont partout en France, voire à l'étranger, et que ce soit un peu le lieu de rencontre tous les ans où on sait que ça va arriver, qu'on va se voir, qu'on va faire la fête et qu'on va passer une super journée tous ensemble. Ok. Et toi, Vincent ? C'est vraiment d'avoir le travail accompli, et de voir que ça prend, les gens ils font la queue, ils sont là, ils sont chauds, ils sont là dès le matin, ils ont envie de voir les confs, il y a des enfants qui passent, qui veulent voir des choses, qui s'inscrivent, l'exposition, le fait que ça marche, que tout le monde soit content de venir, de faire la queue et d'être quand même content au bout d'une heure et demie qu'ils soient super contents, c'est génial, quoi. Et puis aussi, on a fait venir quand même. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire venir des gens que j'admire et qui répondent à l'appel. C'est top, quoi. Ça fait plaisir. L'année dernière, on a eu Dan Perry, le réalisateur de génériques hollywoodien, qui a fait des génériques pour Scorsese, génériques de Star Wars, plein de trucs mythiques. Donc c'est quand même fou de voir, de pouvoir discuter avec lui. J'ai fait mon fanboy, j'en ai profité pour lui poser entre deux couloirs, je lui ai posé des questions hyper précises sur le générique de Star Wars. Il m'a répondu gentiment. Donc c'est aussi un peu l'occasion de
même de vous faire kiffer vous avec des invités ou quoi? Ouais, c'est pas du travail. Bah Enfin, ouais. ça devient du travail de temps en temps. Au lieu de regarder des films, on est devant nos PC à 23h, quoi, mais c'est pour le plaisir. Parce que c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, on est tous bénévoles, on n'a pas d'obligation, vu que le festival est gratuit, qu'on n'a pas d'engagement, donc faut que ce soit que du plaisir ou presque, sinon ça n'a plus aucun intérêt. C'est une vraie satisfaction. C'est pour ça que ça nous rappelle pas le travail, mais quasiment, enfin franchement pas du tout, quoi, puisqu'on ne parle pas du tout des mêmes choses. Ok. On est dans le kiff, dans l'artistique, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que Nantes, enfin, du coup, vous êtes de là-bas, mais ça a toujours été une évidence, malgré peut-être sa position géographique qui peut ne pas être plus accessible qu'il soit. Comment vous Ça a avez vu toujours ça? été une évidence, oui et non. Effectivement, moi historiquement, je suis nantais. Black Mill nous a rejoints, mais il venait de Paris. Et par exemple, si on avait dû refaire ça à Paris, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que avoir une ville qui te suit comme ça, qui a des espaces d'accueil pour accueillir autant de gens dans si bonnes conditions, on sait qu'il y a beaucoup d'autres studios de motion design qui ont voulu monter des festivals similaires aux nôtres et qui se sont arrêtés non pas par manque d'idées ou d'ambition ou d'envie, mais parce qu'ils n'avaient pas le terroir local qui leur permettait de pouvoir être accueillis et d'avoir un lieu qui les suive et d'être aussi bien accueillis. Nous, on a un public qui est habitué à ce genre d'événements-là. Il y a Scopiton, qui est un des plus grands événements d'art numérique en France, qui a lieu à Nantes, qui existe depuis des années, donc qui nous a déjà bien balayé le terrain avant nous. Il y a le fait que la culture soit très présente, il y a le fait que ce soit une ville d'art avec le voyage en Nantes, avec plein de choses. Effectivement, Nantes est un facilitateur, on va dire. Ça aurait pu se faire ailleurs, mais c'est un vrai facilitateur. Ok. Et est-ce qu'il y a des ambitions d'international ou de déployer un peu la formule autre part? Non, c'est pas une volonté. Après, s'il y a des gens qui viennent nous dire on adore la marque et on veut essayer de faire ça chez nous, on n'est pas fermé à la discussion. Pour autant, nous, on veut gérer que celui-ci. C'est déjà beaucoup, surtout qu'on fait aussi des événements à l'année en dehors de Motion. On se verrait pas en restant bénévole faire ça ailleurs. En tout cas, pas l'équipe en place. Ce qui peut être cool, c'est d'exporter exceptionnellement une année Motion à Paris ou à Montpellier pour prendre juste des exemples comme ça, ou alors faire un petit événement, faire quelques confs quelque part, brander Motion, enfin voilà, faire des petits événements, des petits featuring comme ça, pourquoi pas quoi. Ok. Et vu que vous me disiez c'est du pur plaisir, etc. Pourquoi ne pas décider de se professionnaliser et de effectivement faire ça à l'année et puis proposer plus de choses? Mais c'est pas bête parce que c'est sûr que c'est des questions que moi je me suis déjà posées personnellement. J'ai mon travail à côté, ça me prend déjà pas mal de temps. Faudrait sauter le pas ou pas, j'en sais rien. Enfin, c'est pas si évident que ça. C'est sûr que ça serait confortable, mais ça veut dire qu'on change d'économie. Il faut commencer à se rémunérer pour pouvoir pour pouvoir se permettre de travailler 6 mois de l'année dessus, exclusivement. Après, est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Voilà, nous justement, notre équilibre, c'est ça, c'est bénévole, c'est en plus, c'est pour le plaisir. Donc, si on commence à tout de suite professionnaliser, là, on commence à rentrer dans le travail. Il faut faire attention. Ok. Je pense que Vincent a raison, c'est un peu un objectif ultime, mais qu'on aime bien repousser et ne pas atteindre, parce qu'on a tous les deux plein de choses encore à faire dans nos boîtes respectives. On se marre dans notre métier. Ce serait dommage que notre passion à côté devienne également un métier et qu'on duplique cette situation-là qui serait un petit peu bizarre. Mais c'est pas... Ça peut arriver un jour, et puis il y a plein de choses autour du festival, il n'y a pas que le festival en lui-même, donc si, il y aurait de quoi fournir du travail pour plusieurs personnes si on voulait vraiment s'y mettre, mais pour l'instant, ça reste notre petit hobby d'à côté. Ok. On a à peu près un mois du festival. Il vous reste quoi à faire? Quoi, tu dis quoi? Qu'est-ce qui reste à faire?
Là, on va avoir toutes les sorties de flyers, de com officiels, tous les réseaux sociaux qui sont en train de s'alimenter. Et donc nous, on a tous les retours des festivaliers, de ceux qui vont venir nous rejoindre, qui nous posent plein de questions et qui nous occupent tous les jours, qui nous rappellent des choses auxquelles on n'avait pas pensé aussi, qui nous rajoutent du travail. On a organisé les dernières installations d'exposition, parce qu'il y a encore des expositions qui sont en cours de fabrication. Il y a plein de petites choses, on se rend pas compte, mais c'est plein de petites choses cumulées, voire de conception pour les expos. Mais c'est un amas de plein de petites choses. Il y a plus de gros postes où on sait qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est tout le tout venant qui finalement prend encore plus de temps que les gros postes de début d'organisation. Ok, ouais, tu dis qu'il y a des invités qui vous rappellent des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est quoi par exemple? Par exemple, on sait que là, on a les journées pro qui sont nouvelles cette année. On les a annoncées en disant qu'elles existaient, mais on n'a pas annoncé la programmation. Et donc, on fait que de se faire demander en tous les sens le fait de dire qu'est-ce qui se passe, comment on s'inscrit, c'est payant, c'est quoi. Et on sait qu'on n'est pas à la bourre parce que dans notre calendrier, on est dans les temps, mais qu'on est très attendu. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles on s'active pour pouvoir tout fignoler et sortir ça et répondre aux attentes des gens. C'est plutôt ça. Ok. Et comment on fait pour penser à tout quand on accueille, tu disais, des milliers de personnes Alors, heureusement que, comme on disait tout à l'heure, il y a Stereolux qui sont très habitués à ça. Donc, toute cette logistique-là, c'est eux qui s'en occupent, la sécurité, les jauges, etc. Ok. Et nous, non, en fait, on attend juste que les gens entrent. On sait pas combien ils vont être. On sait pas ce qui va se passer, en fait. Et pour penser à tout ça, en fait, c'est tout bête. On a une coordinatrice qui s'appelle Emmanuelle qui nous fait des ordres du jour et qui essaie de penser à notre place au maximum. Et puis nous, on débarque le jour toutes les semaines en réunion le lundi midi et chacun y va de son problème, de ses histoires pour partager avec tout le monde. Et puis c'est à chaque fois là qu'on se rend compte de soit tout va bien, soit l'ampleur des dégâts. Et puis pour la semaine d'après, on a tous nos missions et on se revoit. Et c'est comme ça que ça s'articule. Et puis de temps en temps, effectivement, les acteurs extérieurs comme Stereolux qui viennent nous dire ça on n'en a pas parlé, on fait oups, et donc on est reparti sur un mois de voilà, mais ça se passe toujours comme ça et ça se passe toujours bien. Et en 3 ans, on a toujours été dans les mêmes problématiques et ça s'est toujours très très bien passé. Donc on estime que même s'il y a des fois des retards, même s'il y a des fois, ça va bien se passer. Faut être positif. Ouais. J'ai ma to-do list si tu veux. Non mais ça c'est en plus. Faut qu'on rappelle tous les conférenciers pour discuter un petit peu avec eux, au moins une demi-heure de ce qu'ils vont dire. On va voir avec le speaker, avec Bertrand, un petit peu pour qu'ils apprennent à se connaître tout de suite. On est beaucoup dans la com en ce moment. Pas mal justement, on boucle le flyer ce soir. Donc ça, c'est important. Merci Marine. Et puis après, les autres, ils sont en train de fabriquer les œuvres là maintenant, quoi. Ok. Et comment ça se passe la com, entre vous? Vous avez une plateforme, un Slack ou par mail? Comment vous discutez entre vous? On va pas citer le nom de la boîte mail, mais elle est un peu cheap. Et puis un drive associé qui nous, d'ailleurs pas associé, mais qui nous permet de gérer tous les documents et puis de tous s'y retrouver, d'avoir à peu près le même endroit pour aller chercher les infos. Ça va. Un ordre du jour toutes les semaines et puis on avance comme on peut, semaine après semaine. Ok. Est-ce que vous avez une idée de la cartographie un peu du public que vous avez ou Rapidement, historiquement, on va pas avoir des pourcentages vraiment précis, mais on aime bien dire en tout cas qu'il y a toujours un tiers de pros. Donc des pros, c'est des gens qui pratiquent le motion design dans leur quotidien, ou des agences de com, ou tout ce qui est vraiment qui vient dans le festival d'un point de vue professionnel pour voir du motion pro. Une partie qui est aussi un tiers d'étudiants, donc avec toutes les écoles qu'il y a dans le coin, mais aussi à Paris et dans toute la France, qui ramènent des classes complètes sur le festival. Ça représente quand même beaucoup d'étudiants. Et un tiers de grand public qui vont être intéressés parce que c'est la programmation de la salle qui va être annoncée. Donc il y a des gens qui viennent à tous les programmes de la salle. On a aussi une grosse œuvre qui s'appelle la Keyframe, où il y a tous les motion designers qui veulent bien se prêter au jeu, qui nous produisent à peu près 180 à 300
œuvres par an. Donc on va être rendu à un sacré nombre parce qu'on les additionne chaque année. Et cette keyframe-là, elle est à l'extérieur du lieu. Et donc c'est un espèce de gros phare qui attire aussi des visiteurs. Donc ça représente un tiers de grand public. Et ça représente aussi les gens qui viennent déposer leurs enfants pour aller voir les œuvres parce qu'on a des ateliers pour enfants. Si on se voulait grand public et famille, c'était aussi parce qu'on voulait attirer les enfants et les familles. Donc on va avoir vraiment un tiers de profil. Ok. Cool, c'est ouf. Et du coup, après le festival, vous débriefez, j'imagine? Vous prenez des notes pour les années d'après? Alors, on va être très honnête. Non, après, on se fait un gros resto, voilà. tous ensemble, après, ça se passe très bien. Non, on débriefe pas trop. On laisse le temps On se parle plus pendant 3 mois et puis on se revoit en septembre et on se dit bon allez c'est reparti pour la prochaine, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on a envie. Mais en général on débriefe pas direct. Non, il faut pas. Ok. Si, il y a souvent peu de choses à débriefer. Oui, en général on est tous hyper contents une fois que c'est fait, donc on n'a aucune raison de se voir pour faire un retour sur tout ça. On oublie. Ça va, humainement, il n'y a pas trop de couac après ces semaines de dur labeur? Il y en a, mais c'est pas grand chose. Ok. Non, Heureusement qu'il y en a un petit peu. Enfin, il y a toujours des problèmes de communication, des choses, des aléas, des choses, mais Ah oui. rien de. Ah oui, on a des couacs dans l'organisation, mais en tout cas, entre nous, non, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de tout ça. Oui. Ah, sinon, des aléas, il y en a tous les jours. Bien sûr, humainement, on a tous des galères, et puis, avec les maladies, les machins, c'est jamais simple. On surnage de temps en temps, mais par contre, non, entre nous, c'est plutôt très, très Râle chouette. un petit peu, quand même, de tous, un petit peu de notre côté. Mais voilà. On s'attend, quoi. C'est tout ça. Ok. Il y a pas un couteau aiguisé, là, à portée de main pour planter le collègue, quoi. Tout va bien. Il n'y a pas de raison. Ok, cool. J'ai l'impression qu'on a un peu abordé tous les aspects. Est-ce que vous voyez encore quelque chose peut-être à ajouter que j'aurais oublié, une petite anecdote qui s'est passée cette année ou les années précédentes? Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Non, comme anecdote, à chaque fois, on est surpris du nombre de personnes qui viennent parce on annonce toujours une jauge qui est doublée par rapport à ce qu'on pense d'année en année. Et ça, c'est un problème comme une chouette nouvelle parce que c'est que ça plaît, mais on n'est jamais prêt à accueillir tout ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on passe sur 3 jours là. Donc ne venez pas cette année, on sera beaucoup trop nombreux. J'aurais fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme anecdote de rigolade sur le festival? Non, comme ça, moi, je fais. Venez, vous verrez les anecdotes un peu. Voilà, il faut les créer sur place, les anecdotes. Ok, ça marche. Donc oui, pour ce qui est à venir encore de votre côté, c'est un peu la com du côté du festival. Du côté un peu plus personnel dans votre taf, est-ce qu'il y a des projets cool sur lesquels vous êtes en train de travailler, ou même pas cool, hein? Est-ce que... Moi, je t'avouerais que j'ai oublié que j'avais une boîte depuis à peu près 3 mois. Mes collègues m'entendraient, ils me tueraient. Mais c'est un peu la vérité. On est un peu dans le tunnel motion. Mais non, nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on se dirige beaucoup vers la cinéma d'animation 2D. Parce que c'était un peu un objectif, moi, de gamin, qui est en train de se réaliser pour Dose. Donc c'est chouette. On va rentrer normalement 2 courts-métrages pendant 3 ans, à partir de l'année prochaine. Et Ok, cool. Je trouve ça intéressant que des boîtes de motion commencent à être visées, notamment pour le compositing, pour justement nos astuces et le côté débrouille, plutôt que de passer par des vrais métiers de compositeur. Ça doit faire débat, mais moi je trouve ça curieusement intéressant, à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais voilà, c'est un peu la fun fact du moment. Nous, Black Mill, on essaye d'organiser nos 10 ans. Voilà. On ne sait pas si on fait une grosse fête ou une toute petite fête ou une moyenne fête. 10 ans, oui, c'est vrai qu'il avait évoqué Mathieu là en début d'année. Ah, c'est un sacré cap aussi, 10 années de boîte comme ça. Ouais. Non, je suis un peu rêveur. Non mais ouais, c'est clair. Ok, nickel. Donc on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que vous avez peut-être une œuvre qui vous aurait marqué, qui vous aurait donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui à partager? Est-ce qu'il y aura eu un élément déclencheur, un truc que vous avez vu
récemment ou au début de votre carrière qui a donné une petite étincelle? C'est clairement le festival Scopitone à Nantes qui existe depuis des années et moi qui m'a bercé depuis que je suis ado. Et c'était un vrai rendez-vous incontournable. Et puis c'était déjà des choses qui bougeaient avec de la lumière. Hein. On parlait pas de graphisme en mouvement, mais plutôt de choses lumineuses qui bougent et qui s'activent et qui sont interactives. Et moi je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Et je pense que si j'avais pas été gérant de mode motion design, j'aurais fait VJ ou artiste numérique ou un truc comme ça. Un truc beaucoup plus indépendant et beaucoup moins sérieux. Et je pense que ça vient de là, c'est le côté gérer une boîte tous les jours, faire de l'admin, de la compta, c'est frustrant. Si on pouvait avoir un lieu à côté où s'exprimer et puis mettre tout ce qu'on n'a pas réussi à faire nous-mêmes, c'était un petit peu ça aussi. Moi, je pense qu'il m'a donné envie. Et ben maintenant, tu fais de l'admin, de la compta pour Motion. C'est clair. Quel est votre apéro maintenant? Votre apéro favori? C'est bientôt l'heure en plus de l'apéro là. Moi, faut qu'il y ait quelque chose à manger à l'apéro. Voilà. Ouais. Des petits trucs. Pas que des cacahuètes, tu vois, mais un truc un peu plus solide. Faut qu'il y ait du solide aussi à l'apéro. Des petits toasts, des petits trucs comme ça. Ok. Moi, ça va être démago, mais c'est tous les premiers mardis du mois, c'est les motion... les motion coup d'œil qui sont un format où on va faire de la veille et des mini-conférences et qui a lieu toute l'année entre motion designers. C'est aussi ouvert au grand public et c'est une des autres grosses activités en parallèle du festival. Ça ressemble un peu de choses près à ce que peuvent faire les apéros motion de Strasbourg ou d'autres initiatives d'ailleurs qui émanent un peu partout en France. Et c'est pouvoir mater des vidéos de motion et maintenir ma culture que je n'arrive plus à faire au jour le jour en buvant des coups et en bouffant des chips avec les copains. Ok, cool. Est-ce que vous aimeriez voir un invité en particulier sur le podcast? Un invité sur le podcast qui pourrait être chouette. Intéressant. Un petit Matei par exemple, qui est un petit motion designer qui commence à être plus si petit que ça et plus si jeune que ça, mais qui est plein de talent, plein d'énergie et qui a toujours 1000 choses à raconter et qu'on peut pas arrêter quand il est parti. Et donc je pense que ça doit être des personnages intéressants en podcast. Je veux voir Ben. Ben Sludge. Oui, Ben Sludge, qui travaille chez Dose. Ok. Voilà, qui est un peu discret, mais qui a une sacrée grande gueule dans son taf, quoi. Et qui a un univers très particulier et qu'on voit peu, alors qu'il mérite de montrer ces choses-là. Et c'est quoi son rôle Il est directeur artistique chez Dose. Ok. C'était le fameux premier DA qu'on a pris parce qu'on était que des techos qui savions faire que du PowerPoint plus quand les agences nous fournissaient les storyboards. Et quand Ben est arrivé, ça a changé un peu la face du studio et pour le plus grand bien. Et c'est un mec qui est salarié à 45 heures par semaine et qui arrive à sortir un projet perso presque toutes les 2 semaines. Et c'est assez hallucinant. C'est un peu sa vie, le motion. Effectivement, il y a plein de choses à dire. Ok, ça marche. Cool. Écoutez, merci infiniment pour le temps que vous nous avez débloqué. C'est super cool. On a appris plein de trucs. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve dans un mois maintenant. Ouais, carrément. On met toutes vos infos en barre de description pour vous retrouver sur vos réseaux. Puis, on invite tout le monde à aller checker ça, bien sûr. Et le site sera la semaine prochaine, normalement, pour retrouver toute la prog en détaillé. Ok. Donc, à la sortie du podcast, il sera en ligne, normalement. Il est déjà sorti. Super. Écoutez, une très bonne soirée à vous et puis à dans un mois alors. Merci. Au revoir. Ciao, on t'y attend. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. Pour rappel, l'événement se déroulera du 13 au 15 mai 2022. Nous serons sur place avec une partie de l'équipe des apéros motion design et nous avons hâte de vous y croiser. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepagnet qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Lepagnet, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leurs réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao.
bientôt.